What's up à vous les catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est un plaisir de vous accueillir aux commentaires aujourd'hui. Et on se retrouve pour la review du Raw du 27 juillet 2020. Vous êtes prêts? Que le show commence. Donc là, le show commence avec le tueur de légende Randy Orton qui nous présente une vidéo de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc pour information, Randy Orton a affronté le Big Show la semaine dernière à Raw dans un match non sanctionné remporté ni plus ni moins par Randy Orton. Et donc Randy Orton nous fait un petit pédigré de ce qu'il a fait depuis qu'il est à la WWE. Donc il nous précise qu'il est à la WWE depuis 20 ans, qui a porté différents noms comme la Vipère, le tueur de légende ou encore le Prédateur. Mais il nous précise aussi qu'il est le plus jeune champion de l'histoire de la WWE. Donc je vous fais un petit cours d'histoire. En effet, Randy Orton a remporté son premier titre de champion du monde. Donc à l'époque, c'était le titre World Heavyweight. Lors de SummerSlam, il n'avait que 24 ans. Et il nous précise que Randy Orton, après cette victoire, il a enchaîné avec 12 règnes de champion du monde. Et donc, il précise aussi qu'il a fait partie des plus grandes équipes de l'histoire de la WWE, en passant par la Legacy, The Authority ou encore Evolution. Quand il pense à des légendes, donc des légendes de l'industrie, il pense à Stone Cold Steve Austin ou encore The Rock. Mais il précise que ces derniers, même cumulés, ils sont très loin d'arriver à la cheville de Randy Orton niveau palmarès. Et donc il dit que maintenant il y a un nouvel objectif en tête, quelque chose qu'il ne pouvait pas avoir accès avant, mais maintenant il s'est levé ce matin avec un désir, celui de redevenir champion de la WWE encore une fois. Donc Randy Orton challenge officiellement Drew McIntyre pour un match de championnat pour le titre de la WWE à SummerSlam. Et donc Randy Orton se met sur une petite comparaison entre lui et Drew McIntyre niveau palmarès, mais il dit tout simplement c'est rapide. Donc il précise que Drew McIntyre a été nommé il y a 10 ans comme Chosen One, donc élu, mais le seul truc qu'il a réussi à faire durant ces 10 ans, c'était de se faire virer. Et il précise aussi que voilà, Drew McIntyre est revenu avec de l'ambition et que Randy Orton a quand même un peu de respect envers Drew McIntyre sur ce qu'il a fait à Brock Lesnar lors de WrestleMania. Donc au final, Randy Orton dit que Drew McIntyre a un problème. En effet, il détient quelque chose que Randy Orton veut, mais il veut le prendre de la meilleure des manières, c'est-à-dire par un match de championnat. Donc comme j'ai dit, il challenge officiellement Drew McIntyre à SummerSlam. Donc là, juste après, on a Randy Orton donc, qui retourne en quiz et on a la force irrésistible Nia Jax qui arrive dans le ring avec le micro, qui a entendu ce que Randy Orton a dit. Donc elle s'est grosso modo inspirée de ce qu'a dit Randy Orton en lui disant que ce matin, elle s'est réveillée en voulant devenir championne de Raw. Mais Nia Jax nous précise que lors de ses dernières tentatives, donc par exemple à Backlash contre Asuka, elle s'est fait tout simplement arnaquer à cause de l'arbitre. Et peu de temps après, elle s'est également fait arnaquer par Charlotte et que cette fois-ci, elle dit que voilà, elle nous rappelle les faits que Sasha Banks et Asuka vont s'affronter pour le titre de championne de Raw et que Nia Jax a quelque chose à dire. Mais on a la musique de Shayna Baszler qui retentit. Shayna Baszler qui vient confronter Nia Jax en lui disant que tout le monde s'en fout de ce que tu penses et on a une bagarre qui commence entre les deux superstars féminines. Donc les officiels parviennent à les séparer et on nous informe un peu plus tard dans la soirée qu'on aura un match entre Shayna Baszler et Nia Jax. Donc là, on passe au premier match de la soirée où les Street Profits nous annoncent l'enjeu de ce match. On aura en effet un match triple menace par équipe et l'équipe qui remportera le match deviendra challenger officiel pour les titres par équipe de Raw lors de SummerSlam. Donc les Street Profits nous présentent les trois équipes. Donc on a la première équipe Ivar et Eric, les Viking Raiders, Cedric Alexander et Ricochet, et la troisième équipe, Angel Garza et Andrade. Donc à noter que comme on a souvent dans les matchs triple menace, ça part souvent dans tous les sens, ça a été le cas, mais à noter qu'on a quand même eu une tentative voilà, d'association entre Andrade et Ricochet dans le but d'éliminer Eric. Mais on voit qu'au bout d'un moment, on a Andrade en parfait Ikigai. Il a trahi Ricochet, il a voulu tout simplement se débarrasser de lui. Et à noter donc la fin de match où on a Ivar, le plus beau gosse des Viking Raiders, qui monte sur la troisième corde, qui fait une sorte de roulade à l'extérieur, donc qui fait un saut de la troisième corde pour mettre KO son partenaire, Ricochet et Cedric Alexander. Mais à noter que suite à cela, on a Andrade donc qui vient attraper Ricochet, qui l'offre sur un plateau à son
partenaire. Et donc Angel Garza qui porte sa prise de finition, dont je ne me rappelle plus du nom de sa prise de finition, pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Andrade et Angel Garza qui deviennent officiellement les challengers numéro 1 au titre des Street Profits. Donc nous avons notre premier match officiel pour SummerSlam. Les Street Profits vont défendre leur titre de champion face à Andrade et Angel Garza. Et à noter que juste après le match, on a donc une petite confrontation entre les Street Profits et la nouvelle équipe challengeuse Andrade et Angel Garza. Et ces derniers ont attaqué les Street Profits. Donc là, on passe au deuxième match de la soirée. Le match qui a été annoncé peu de temps avant, Shayna Baszler contre Nia Jax. Donc à noter que le match n'a même pas duré 30 secondes où directement les deux catcheuses se sont confrontées. Nia Jax a viré Shayna Baszler à l'extérieur et ça a conduit à un double décompte à l'extérieur. Donc le match se termine avec aucune catcheuse qui gagne, mais on voit que peu importe la décision d'arbitre, les deux catcheuses continuent à se bagarrer. Même les officiels n'arrivent même pas à séparer les deux catcheuses. Mais au bout d'un moment, on voit quand même que les arbitres parviennent à contenir Shayna Baszler et Nia Jax. Donc là, on passe au niveau du ring où on a Seth Rollins et son disciple Murphy qui nous accueillent. Donc Seth Rollins nous rappelle plus ou moins les faits qu'il y a eu depuis Extreme où il rappelle qu'il a battu Rey Mysterio à Extreme dans le match œil pour œil et que la semaine dernière, il a battu Aleister Black. Donc Seth Rollins nous dit voilà qu'il est sur une bonne lancée, qu'il devrait être de très bonne humeur, mais il précise que ce n'est pas le cas. En effet, car il sait que Dominic est présent donc au Performance Center et il précise que à chaque fois qu'il veut avancer, qu'il veut faire quelque chose pour le bien de Raw, il y a toujours quelqu'un qui est présent pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et donc il précise que même si la personne vient lui mettre des bâtons dans les roues, cette personne ressort toujours blessée. Donc il nous rappelle les faits avec Kevin Owens qui s'est blessé à la cheville, ce qui s'est passé à Rey Mysterio à Extreme Rules. Et il précise aussi par exemple le fait que Aleister Black est intervenu la semaine dernière, mais que ce dernier a été blessé au bras. Et donc Seth Rollins nous précise aussi que voilà, il ne veut pas être celui qui veut blesser les gens, il ne veut pas en arriver là. Et il rappelle que la dernière fois que Dominic était présent au Performance Center tout seul, il a attaqué Seth Rollins dans le dos. Donc Seth Rollins veut prendre toutes ses précautions, donc il adresse un message à Dominic, il invite Dominic à venir dans le ring. Et donc on a Dominic qui arrive et on voit que Seth Rollins tente de rassurer Dominic en lui disant t'inquiète pas, je veux juste parler d'homme à homme envers toi, je vais rien te faire. Il envoie même Murphy lui ouvrir la voie au niveau des cornes. Et donc au final on a Dominic qui arrive dans le ring et on voit que Seth Rollins lui donne l'opportunité de s'exprimer et que si ce dernier n'arrive pas, Seth Rollins se propose en tant que guide ou propose son aide. Mais Dominic n'en a rien à cirer, il va directement tabasser Seth Rollins. Mais comme Dominic est tout seul, il est en infériorité numérique, Seth Rollins et Murphy parviennent rapidement à le maîtriser. Et on voit que Dominic il est vraiment vindingué aux quatre coins, il finit dans les barricades, sur la table des commentateurs. Et bien que le fait que Aleister Black vienne pour sauver Dominic, ça n'a pas suffi, il a été rapidement maîtrisé. Et on voit que suite à un stomp de Seth Rollins sur Aleister Black, Seth Rollins regarde Murphy en lui disant tu sais ce qu'il te reste à faire en regardant les escaliers en acier. Et donc au final on voit que Murphy a compris ce que voulait faire Seth Rollins, mais on voit que Murphy commence à être un peu hésitant, mais il se prend une énorme claque dans la face de Seth Rollins et on voit que Seth Rollins insiste sur le fait que ce soit Murphy qui doit le faire. Donc Murphy attrape la tête d'Aleister Black et il lui plante, comment on peut dire ça, il fait la même chose qu'il a fait à Rey Mysterio, c'est-à-dire il attrape la tête d'Aleister Black et il lui crève l'œil sur les escaliers en acier. Mais suite à cela, ils ont voulu faire la même chose à Dominic, mais Dominic en a profité pour attraper un kendo stick et tout simplement s'acharner sur Seth Rollins et Murphy. Donc du fait que Dominic s'acharne, Seth Rollins et Murphy décide de prendre la fuite. Donc là on peut dire vraiment que maintenant la rivalité entre Seth Rollins et Rey Mysterio est déteinte sur Dominic. Donc pour information, il y a WWE et Rey Mysterio sont toujours en train de négocier le contrat de Rey Mysterio. Parce que comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, il y a WWE et Rey Mysterio sont en négociation car Rey Mysterio n'est plus sous contrat à la WWE. Donc ça veut dire qu'il est libre d'apparaître dans n'importe quel show de catch
il peut aussi bien apparaître à la WWE ou à la AEW. Et donc au final, la WWE tente de négocier un nouveau contrat avec Rey Mysterio, allant même jusqu'à avoir Vince McMahon qui supervise donc la négociation de contrat entre la WWE et Rey Mysterio. Donc là, on passe rapidement au quiz avec Mustafa Ali qui a fait son retour à la WWE la semaine dernière. Il est accueilli avec R-Truth. Donc R-Truth lui rappelle qu'il est invité du VIP Ranch de MVP et donc R-Truth demande à Mustafa Ali si ce dernier va se concentrer sur le titre 24/7. Mustafa Ali dit que non, il se concentre que sur une seule chose, c'est sur Bobby Lashley. Parce que pour information, Bobby Lashley et Mustafa Ali vont s'affronter dans la soirée. Et donc R-Truth dit tout simplement, voilà, il doit se concentrer sur récupérer son bébé, donc il parle du 24/7 Championship, et il va appeler carrément Mustafa Ali Mufasa. Donc Mustafa Ali, il regarde, il dit mais il m'a vraiment appelé Mufasa. Donc là, on repart dans le ring avec une édition du VIP Ranch animée par MVP, accompagné bien sûr de Bobby Lashley et du champion 24/7 Shelton Benjamin. Donc MVP dit que voilà, il fait enfin la célébration qu'il aurait dû avoir la semaine dernière suite à sa pseudo-victoire à Extreme face à Apollo Crews. Donc pour information, MVP n'est toujours pas officiellement le champion des États-Unis, c'est toujours Apollo Crews le champion, mais mais MVP se vante d'être le champion des États-Unis. Donc MVP, donc voilà, il célèbre du fait qu'il a battu Apollo Crews et il nous précise que voilà, il n'y a pas eu cette célébration la semaine dernière car Cedric Alexander et Ricochet sont intervenus avec le retour de Mustafa Ali. Et donc MVP nous annonce donc son invité spécial nul autre que Mustafa Ali. Et on voit que MVP tente de recruter Mustafa Ali, mais Mustafa Ali est totalement contre cette idée, il ne veut pas rejoindre le clan de MVP. Et à noter que durant le VIP Ranch, on a R-Truth qui se faufile, qui tente de récupérer le titre 24/7 de Shelton Benjamin, mais ça n'a pas du tout marché. Donc ça entraîne aussitôt le prochain match à Raw, Mustafa Ali contre Bobby Lashley. Donc à noter que durant le match, Bobby Lashley était totalement dominant. Et à noter que durant le match, après que ce soit R-Truth qui tente de récupérer le titre 24/7, Akira Tozawa a tenté un roll-up sur Shelton Benjamin. Mais bien sûr, ça n'a absolument pas marché. Akira Tozawa a vite été accueilli par MVP et Shelton Benjamin. Et bien qu'il soit accompagné par ses ninjas ont été accueillis par MVP, Shelton Benjamin et Bobby Lashley. Et donc le match, c'était vraiment un squash match. Bien que Mustafa Ali a tenté donc de revenir avec son 450 splash, mais ça n'a pas du tout marché. Il a été accueilli par le Full Nelson de Bobby Lashley pour la soumission finale. Donc vainqueur de ce match, Bobby Lashley par soumission. Donc là, on passe à un des main events de la soirée. On a Bayley et Sasha Banks qui arrivent dans le ring. Sasha Banks dit que Stephanie McMahon est une intimidatrice de première car elle force Sasha Banks à défendre son titre. Pourquoi? Sasha Banks répond tout simplement que Stephanie McMahon est jalouse d'elle, voire même pire, elle est jalouse de Bayley et Sasha Banks. Donc Bayley prend le micro et elle dit que qu'elle soit à NXT, à Raw ou à SmackDown, elles sont le show. Et donc là, on voit que Bayley tente de se justifier de ses actions précédentes à Extreme Rules. Donc pour information, Sasha Banks et Asuka s'affrontaient pour le titre de Raw lors de Extreme Rules. Et à un moment donné, on a Sasha Banks qui a voulu frapper Asuka avec la ceinture, mais l'arbitre a vu. Et on a Asuka qui lance Good Mist sur Sasha Banks, mais l'arbitre se lui est pris parce que cette dernière a esquivé. Et suite à cela, l'arbitre était totalement KO. Bayley est intervenu, mais comme il n'y avait aucun officiel pour valider le tombé final, Bayley s'est autoproclamé arbitre et elle a fait le tombé final en offrant la pseudo-victoire à Sasha Banks. Et donc au final, Bayley, comme j'ai dit, elle se justifie, etc. Et donc au final, on a Asuka et Kairi Sane qui arrivent à leur tour et on a Kairi Sane qui se débarrasse aussitôt de Bayley. Donc on passe au match de championnat. Asuka contre Sasha Banks pour le titre féminin de Raw. Donc à noter que durant le match, les catcheuses peuvent gagner par tombée, par soumission, décompte à l'extérieur ou disqualification. Et franchement, j'étais hyper dégoûté de ce match. Le match était super bon, où on voit vraiment que Sasha Banks essaie d'être fourbe,
car elle va à l'extérieur pour prendre les deux ceintures, donc sa moitié de titre par équipe et le titre de roi. Elle balance donc le titre par équipe dans le but de distraire l'arbitre. Elle veut frapper donc Asuka avec, mais comme l'arbitre s'est vite retourné, elle a balancé donc le titre à Asuka. Elle est tombée, faisant croire à l'arbitre que Asuka a frappé. Mais donc au final, ça s'est pas du tout passé comme il se doit. Et donc au tournant du match où Asuka balance une German Suplex mais violent à Sasha Banks, elle est complètement séchée. Asuka est distraite par Bayley. En effet, on a une vidéo sur écran géant où on voit Bayley qui s'attaque à Kairi Sane dans les backstage du Performance Center. Et on voit qu'elle y va pas de maman, elle va même jusqu'à blesser Kairi Sane. Et donc Asuka va au secours de Kairi Sane. Mais le problème, c'est que Asuka est décomptée à l'extérieur. Donc au final, l'arbitre compte jusqu'à 10 pour offrir la victoire à Sasha Banks. Donc c'est officiel, Sasha Banks est la nouvelle championne de Raw. Et à noter qu'un peu plus tard dans les backstage, principalement, surtout devant la porte des médecins, on a Kayla Braxton qui attend les décisions donc du médecin par rapport à Kairi Sane. Et donc on voit que Bayley et Sasha Banks sont en train de fêter leur victoire et tout, mais on voit que Asuka est tout simplement dégoûtée par rapport à ça et surtout que Kairi Sane est blessée. Donc pour info, cette blessure c'est une storyline car Kairi Sane et la WWE ont confirmé sur les réseaux sociaux que Kairi Sane quitte définitivement la fédération. Donc au final, la WWE ont tenté donc de faire quelque chose dans le but d'effacer Kairi Sane des écrans. Donc du fait qu'elle est blessée, elle ne sera plus sur les écrans pendant un moment. Donc au final, c'est officiel, Kairi Sane n'est plus catcheuse à la WWE. Bien que la WWE tentait plusieurs choses pour essayer de garder Kairi Sane à la WWE, soit en tant que catcheuse ou soit responsable des recrutements pour la WWE au Japon. Donc là, je fais une petite parenthèse pour vous exprimer mais vraiment mon dégoût de ce match parce que putain, on a Sasha Banks qui est championne mais vraiment de manière mais vraiment illégale. Parce qu'elles se disent oui, on est championne, mais vous gagnez qu'en trichant. Vous faites que de tricher. Donc comment vous pouvez vous appeler des championnes crédibles si vous faites que tricher? Et puis franchement, le fait de donner le titre à Sasha Banks, ça, pour moi, ça démolit totalement l'image féminine parce qu'on a Bayley et Sasha Banks qui sont déjà championnes par équipe et que maintenant elles sont championnes, elles ont tous les titres à elles deux. Donc franchement, ça me dégoûte de voir ça, sachant qu'on aurait pu faire des matchs de rêve pour SummerSlam. Comme j'ai expliqué, Kairi Sane n'est plus à la WWE, on aurait très bien pu offrir un dernier match à Kairi Sane contre Asuka pour le titre de Raw. Bien qu'on sait que Asuka récupérera le titre. Mais on aurait pu faire aussi, par exemple, Shayna Baszler contre Asuka à SummerSlam. Ça aurait pu faire une belle affiche. Mais là, on se demande, qu'est-ce qu'on va avoir pour SummerSlam? Est-ce qu'on va avoir une revanche entre Asuka et Sasha Banks ou ça va être totalement farfelu? Parce que moi, personnellement, ça me dégoûte. À quel point que, franchement, je regarde la division féminine, mais vraiment pour tourner mes vidéos. Parce que sinon, en soi, je n'ai même plus envie de regarder. Parce que là, on nous dit que Charlotte, c'est vrai qu'elle était là tout le temps, ouais, mais elle n'était pas championne. Et là, Bayley et Sasha Banks sont championnes, elles se vantent tous les jours que ce sont les meilleurs et ce sont les meilleurs. Ah oui, vous êtes les meilleurs, oui, et vous êtes les meilleures tricheuses, tout simplement. Et donc là, franchement, je suis énormément dégoûté de ce match, de voir que Sasha Banks a toujours cherché l'option de facilité, comme j'ai dit, à y chercher ses ceintures pour essayer de disqualifier Asuka pour récupérer le titre. Et là, on a Bayley qui intervient. Franchement, faut arrêter. Faut arrêter. Franchement, ça me dégoûte. Mais à un point où la division féminine. Parce que là, je vous fais une petite preview de SmackDown. Bayley affronte Nikki Cross pour conserver son titre de SmackDown. Mais à votre avis, ça va être Bayley qui va conserver sa ceinture. Et à quel point que je suis tellement dégoûté. Il y a la fameuse rivalité qui nous tisse depuis des mois entre Bayley et Sasha Banks. Je n'y crois plus du tout. Je n'y crois plus du tout. Parce que depuis le début d'année, ils nous tissent cette rivalité. Déjà rien qu'à WrestleMania 36, le fameux Fatal 4-Way à élimination où tout le monde prédisait pourquoi pas une trahison de Sasha Banks face à Bayley. Ou là, à Extreme Moves, pourquoi pas Bayley qui fait perdre l'opportunité à Sasha Banks. Ou encore, le match de ce soir, Bayley qui intervient, bam, disqualification. Asuka qui récupère son titre de manière physique parce que au niveau théorique elle était déjà championne mais au final on n'a pas eu. Donc franchement il y a rivalité Bayley et Sasha Banks, je n'y crois
plus du tout. Mais plus du tout. Donc franchement, division féminine, elle est comme ça. Franchement, c'est mon avis personnel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, la division féminine, c'est du n'importe quoi. Donc là, on passe à l'avant-dernier match de la soirée. Après être bien défoué sur la division féminine, entre Murphy et Humberto Carrillo. Donc à noter que le match a été très rapide, notamment bien dominant par Murphy, qui parvient à accueillir donc Humberto Carrillo qui allait faire un saut dans le coin par un coup de genou et il a enchaîné par le Murphy sa prise de finition pour le compte de 3. Vainqueur de ce match, Murphy. Et à noter que durant le match, Seth Rollins n'était pas du tout présent aux abords du ring, donc il a laissé son disciple Murphy gérer la situation tout seul. Donc on peut supposer que voilà, Seth Rollins tente de mettre Murphy à l'épreuve, il essaie plus ou moins d'émanciper grosso modo Murphy en le mettant, voilà, en le faisant progresser de niveau. Parce que comme ça a été présenté, Seth Rollins c'est le maître, Murphy c'est le disciple. Donc on pense que petit à petit, Seth Rollins tente de faire gravir les échelons à Murphy dans le but que ces deux derniers soient au même stade. Donc là on passe au main event de la soirée, mais avant on a Drew McIntyre qui prend le micro. Donc comme vous le savez, on a le match entre Dolph Ziggler et Drew McIntyre, mais Drew McIntyre a le choix de la stipulation. Donc avant de dire la stipulation du match, il envoie un message à Wendy Orton. Car en effet, comme j'ai dit en début de show, Wendy Orton a challengé Drew McIntyre pour un match de championnat à SummerSlam. Donc Drew McIntyre accepte ce challenge et il explique tout simplement que Wendy Orton est la plus grosse menace pour son titre depuis qu'il est champion. Et donc Wendy Orton, il précise que Wendy Orton attend à ce qu'il soit l'underdog. Donc en gros vraiment pas du tout le favori, mais c'est ce que Drew McIntyre veut, car il y a eu la même situation avec Brock Lesnar. Brock Lesnar il a considéré comme étant l'underdog, mais il s'est complètement fait avoir, il s'est fait battre en 5 minutes par Drew McIntyre. Et donc maintenant, il invite Dolph Ziggler à venir dans le ring pour la stipulation. Et donc, on voit que Dolph Ziggler commence à en avoir marre parce que voilà, il parle de Wendy Orton, alors que là, il y a un match contre lui avec une stipulation qu'il doit choisir, dont Dolph Ziggler veut la stipulation. Donc, au final, Drew McIntyre lui dit que voilà, il a appris de Dolph Ziggler. Le match Extreme Rules qu'ils ont eu à Extreme Rules, il a beaucoup inspiré. Il veut refaire la même chose. Donc on voit que Dolph Ziggler commence à être un peu sûr de lui, parce que pour information, ils se sont affrontés à Extreme Rules dans un match Extreme Rules, mais exclusif pour Dolph Ziggler. Donc ça veut dire que Dolph Ziggler pouvait tout faire, mais que Drew McIntyre, lui, était soumis aux règles simples. Donc il pouvait se faire décompter à l'extérieur, disqualifié, mais en plus, s'il faisait ça, il perdait le match. Donc au final, Dolph Ziggler est heureux, mais Drew McIntyre précise que cette fois-ci, c'est un match Extreme Rules intégral. Donc ça veut dire que les règles extrêmes sont applicables aux deux catcheurs. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de décompte à l'extérieur, pas de disqualification. Le seul moyen de gagner le match est par tomber ou soumission dans le ring. Donc c'est parti pour le match et franchement c'est un match que j'ai bien aimé parce qu'on voit que vraiment que Drew McIntyre utilise vraiment les stipulations à bon escient, et limite il se défoule. Tout ce qu'il n'a pas pu faire à Extreme Rules face à Dolph Ziggler, il le fait lors de War. Et on voit qu'à un moment donné, Dolph Ziggler est assez fourbe parce qu'à un moment donné, Drew McIntyre a voulu enseigner un coup de chaise sur Dolph Ziggler, mais ce dernier a remonté le service à papa de Drew McIntyre. Donc grosso modo, il lui a mis un coup dans les robignoles. Et donc au final, ça a permis plus ou moins à Dolph Ziggler de reprendre l'avantage pendant un petit moment, mais comme vous le savez, Drew McIntyre est tellement fort qu'il a repris l'avantage. Mais à un moment donné, il a voulu porter son Claymore Kick dans le coin parce qu'on avait une table juste dans le coin de ring. Donc il a voulu faire passer Dolph Ziggler à travers une table. Mais Dolph Ziggler esquive pour porter son zigzag. Mais Drew McIntyre se dégage au compte de 2. Donc Drew McIntyre tellement fort qu'il s'est dégagé. Donc à un moment donné, Drew McIntyre s'est relevé. Dolph Ziggler a voulu tenter donc, son super kick. Mais Drew McIntyre il a accueilli un Claymore qui a fait passer à travers la table pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Drew McIntyre. Et on voit qu'au moment où Drew McIntyre célèbre sa victoire, il est accueilli par un RKO venu de nulle part. Donc Wendy Orton envoie un message à Drew McIntyre en disant voilà, tu dois toujours avoir des yeux derrière le dos parce que moi, à n'importe quel moment, je te porte mon RKO venu de nulle part. Et donc le show se termine avec Wendy Orton qui brandit le titre de la WWE et Drew McIntyre qui est complètement KO
à ses pieds. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne et lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne et activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis surtout, soyez fiers d'être fan de catch. C'était Jimbo et à la suite au prochain numéro. Ciao, bye bye.